Alors, je vais faire la présentation d'usage, hein. Déjà, en souhaitant un bienvenue à tous sur le Triskaidekaphilie du 13 mars 2022. Et aujourd'hui, je reçois Tiffaine Levilla, qui va nous lire un extrait de son nouveau roman, Hantise à Pensilly. Ok, c'est parti alors. Le prologue donc d'abord. Le faubourg de Pensilly se trouvait au nord-ouest de Belwadé, isolé du cœur de la cité par la présence des mafias dans les quartiers attenants et bordé par une importante zone industrielle en plein essor au nord. Ce n'était pas un endroit où l'on choisissait volontairement de fonder un foyer, mais les familles qui vivaient là parvenaient néanmoins à s'épanouir dans une tranquillité fort appréciable. Les pavillons se succédaient les uns aux autres, les jardins étaient bien entretenus et les associations de voisins veillaient à respecter et organiser toutes les célébrations traditionnelles des différents peuples résidents. Ainsi, il se passait toujours quelque chose d'amusant, de festif ou d'intense à Pensilly, et tout le monde participait à hauteur de ses moyens. Le reste du temps, le quartier respirait la quiétude. Tout au nord de Pensilly, dans la pointe dessinée par l'avenue de l'herbe bleue et les allées adjacentes, se trouvait une vieille bicoque abandonnée depuis de nombreuses années. Personne ne l'avait rachetée, car, comme exposé auparavant, plus personne ne cherchait à venir s'établir à Pensilly. Les mauvaises herbes et les ronces avaient envahi le vaste jardin, et les enfants des maisons environnantes en avaient fait leur terrain de jeu, en journée du moins. La nuit, la demeure servait de refuge aux sans-abri de passage dans le quartier. Le lieu de squat était bien connu, et le voisinage bienveillant fermait les yeux, laissant même des gamelles de soupe fumantes dans l'immense salon délabré les soirs d'hiver les plus rudes. Ce matin-là succédait justement à l'une de ces nuits. Une mince pellicule de givre scintillant recouvrait encore tout, malgré les premiers rayons du soleil, et Madame Myrma dut s'y reprendre à 3 fois pour descendre les marches de son perron sans glisser. Un chignon impeccable noué au sommet de son crâne, la vieille gobeline pensait récupérer la marmite de velouté de châtaignes et pommes de terre qu'elle avait déposée la veille. Ses bottines battaient le pavé à un rythme régulier et décidé, et elle portait sous le bras un cabas qui contenait quelques bonnets et écharpes tricotés par ses soins, qu'elle prenait plaisir à offrir aux plus démunis. La porte d'entrée n'était pas fermée, et Madame Myrma claqua la langue, agacée. On avait pourtant depuis longtemps pris l'habitude d'éviter que le froid ne pénètre trop, notamment grâce à de vieilles couvertures qui étaient utilisées pour calfeutrer les fenêtres. Madame Myrma appuya du bout des doigts sur le bois verni. Les gonds émirent un grincement lugubre. « Ohé » Sa voix chevrotante résonna drôlement dans la maison inhabitée, alors qu'un nuage de fumée blanche s'élevait de sa bouche. Resserrant son épais châle autour des épaules, elle s'avança à pas de loup dans l'entrée, de peur de déranger les personnes peut-être encore endormies. Tout le monde n'était pas aussi matinal qu'elle. Elle se glissa comme une ombre jusqu'au salon sans rencontrer âme qui vive. Trônant toujours avec fierté à la même place, sa marmite en fonte était vide. Il ne subsistait plus une seule trace de soupe, comme si quelqu'un avait saucé ou léché au doigt les dernières gouttes. Un sourire satisfait étira ses lèvres minces. D'un regard, elle balaya le reste de la pièce. « Il y a quelqu'un » chuchota-t-elle à peine plus fort. Sur la pointe des pieds, pour éviter de claquer des talons, elle se dirigea vers l'escalier. Les sans-abri préféraient en général dormir à l'étage, où 2 cheminées fonctionnaient encore à la perfection. Celle du salon était inutilisable depuis un terrible orage 10 ans auparavant. Elle entendit un bruit de cavalcade dans le grenier, ce qui lui provoqua un sévère froncement de sourcils. Il ne fallait pas plaisanter avec la vermine, et elle nota mentalement d'appeler des professionnels dès que possible. Un faible grincement attira son attention, alors qu'elle parvenait sur le palier. Craignant que le froid eût raison de la personne qui s'était réfugiée là pour la nuit, elle hâta le pas. Le son devint bientôt plus distinct, plus régulier. Quelqu'un ou quelque chose se balançait. Depuis le couloir encore plongé dans la pénombre, elle discerna d'abord des pieds chaussés de bottines usées dans l'angle d'une porte, puis un pantalon de velours couvert de givre. Elle posa une main sur sa bouche pour étouffer un cri. Un elfe était allongé de tout son long sur le plancher vermoulu, transi de froid et le regard perdu dans le vide. Le bras tendu, il poussait en rythme du bout des doigts une vieille chaise à bascule abandonnée là. Chapitre 1. Les tasses de tisane s'entrechoquèrent dans le bureau de l'inspecteur Erland Bergamote, alors que ces derniers célébraient modestement la fin d'une enquête en compagnie de Pavel Erkoum.
Depuis l'affaire du Muséum d'histoire naturelle, plusieurs mois auparavant, le lutin détective privé avait de nombreuses fois renouvelé son travail de consultant pour la police, le plus souvent en collaboration avec Bergamote. Contrat après contrat, entre deux dossiers classiques et ennuyeux d'adultère ou d'héritage, Pavel avait réussi à améliorer son confort de vie, en même temps que sa notoriété. Il était même apparu à plusieurs reprises dans la presse, dont 2 fois en première page du quotidien belwadien, le journal le plus lu de la cité et des alentours. Nouvelles cartes de visite, nouvelles casquettes, sorties à l'opéra ou au théâtre, rencontres sportives, tout en veillant à ne pas dilapider ses revenus, Pavel pouvait désormais se permettre bien plus de dépenses qu'auparavant. Dernièrement, il avait même pu s'offrir son premier costume taillé sur mesure, qu'il quittait à regret quand le moment de le laisser au pressing arrivait. Il n'avait jamais couru après l'argent, il aurait choisi un autre corps de métier si tel avait été le cas, mais il ne pouvait nier que ce confort tout récent lui donnait la douce impression que la vie pouvait être heureuse et facile. Ce n'était pas trop tôt. Sans chercher à se jeter des fleurs, il était évident qu'il le méritait, et depuis fort longtemps. Assis face au bureau de Bergamote dans ce qui pouvait presque être considéré comme son fauteuil, tant il y avait passé d'heures à rédiger des rapports, à relire des dossiers ou à analyser des preuves, Pavel songea à toutes les précédentes enquêtes qu'il était parvenu à élucider aux côtés de l'inspecteur Elf. Il pouvait bien s'en féliciter, après les débuts cafouilleurs qu'avait connus son cabinet privé. Cette fois-ci, leur binôme venait de résoudre une affaire de meurtre. Nourl Feyern, un riche propriétaire terrien gnome qui se passionnait pour les antiquités au point d'avoir transformé son propre manoir en musée, avait été assassiné, étranglé par son fils aîné. Les motivations de ce dernier étaient confuses, et il clamait encore son innocence au moment de l'arrestation quelques heures plus tôt, mais toutes les circonstances et les minces preuves retrouvées l'accablaient sans le moindre doute. Sa famille avait demandé qu'il soit déporté et jugé dans sa cité d'origine à Niatour, dans les royaumes gnomes, où il connaîtrait très sûrement un sort peu enviable dans une exploitation minière quelconque. Encore une fois, Herkoum, je vous en dois une bien belle. Puise votre œil acéré, votre instinct et votre sens de la déduction ne jamais s'émousser. Le lutin sourit, pas peu fier. Sans lui, Bergamote et ses agents seraient très certainement passés à côté des preuves déterminantes. Tout en sirotant sa tisane, il s'autorisa une position plus détendue, chose qui ne se serait jamais permise en d'autres circonstances ou quelques semaines auparavant. C'est notre 10e affaire résolue ensemble, commenta-t-il après un moment de réflexion. Je vais finir par ne plus pouvoir me passer de vous, plaisanta l'elfe. Son épaisse moustache brune taillée avec élégance frétilla d'amusement. Dehors, le jour déclinait déjà. La nuit s'annonçait fraîche, et Pavel songeait avec une certaine délectation au confort douillet de ses appartements, qu'il louait désormais juste à côté de son cabinet. « Avez-vous besoin de moi pour les rapports ?» Bergamote secoua la tête et lui fit signe qu'il pouvait partir. Le lutin se leva et prit congé en échangeant un énième sourire complice. « Saluez Suniva pour moi ?» lâcha l'elfe avant que Pavel ne referme la porte. Ce dernier rougit jusqu'aux oreilles avant de se ressaisir. Comme il aurait pu s'en douter, Bergamote n'était pas aveugle. Il était évident qu'il avait remarqué son manège, qui consistait à aller raconter le dénouement de chacune de ses investigations à Suniva Nage, l'alfe sous-directrice de la section des fraudes administratives. Cette petite coutume avait commencé de manière tout à fait innocente, après l'affaire du muséum, alors qu'il venait de résoudre une enquête en tant que consultant. Il était tombé nez à nez avec l'alfe au détour d'un couloir, et de fil en aiguille, il lui avait détaillé les différentes étapes du raisonnement ayant permis d'appréhender le suspect principal, malgré l'alibi en béton de ce dernier. Curieuse d'en apprendre plus, Nage l'avait invité à revenir le voir la fois suivante. Pavel ne s'était pas fait prier. Il adorait expliquer comment il se jouait de tous les mystères. Selon lui, cela constituait même une part importante de son travail de prouver qu'il savait ce qu'il faisait et que ses affirmations ne sortaient pas de nulle part. Il avait donc filé dans le bureau de l'Alf dès la fin de l'enquête suivante, puis de la suivante. Pavel passa une main nerveuse dans ses cheveux noirs dans l'espoir de leur donner une meilleure apparence. En vain. Depuis toujours, quoi qu'il fasse, 3 épis s'affrontaient en duel à l'arrière du crâne. Il songea un instant à la bataille que sa mère avait livrée chaque jour de son enfance. Lui avait abandonné depuis longtemps, optant pour le port quasi permanent d'une casquette. Il donna 3 coups légers à la porte de l'Alf, et les battements de son cœur accélérèrent quand cette dernière l'invita à entrer. Il n'y avait rien de romantique dans leur relation, il en avait bien conscience, mais il n'arrivait toujours pas à se comporter de façon rationnelle en sa présence. Nage l'avait bien remarqué et s'en était amusé quelquefois à ses dépens, le taquinant entre 2 questions sérieuses. « Pavel ? Comment s'est passée l'arrestation ?» Il ne put retenir un sourire. Naturellement, elle était déjà au courant.
Pour ceux qui savaient où laisser traîner ses oreilles, il y avait peu de secrets correctement gardés au commissariat central de Belwadé. Comme sur des roulettes. Puis-je demanda-t-il en désignant un fauteuil. Faites, je dois juste finaliser un dossier, j'en ai pour quelques minutes. Vous pouvez peut-être aussi nous préparer 2 tisanes, ajouta-t-elle après un instant de réflexion. Chapitre 2. Pavel était rentré tard et avait décidé de s'installer dans le canapé de son cabinet plutôt que dans son lit. Bien qu'il fût satisfait de pouvoir louer un appartement dans le même immeuble, il se sentait parfois nostalgique de la période où il vivait littéralement dans son bureau. La chaleur réconfortante du poêle et les braises rougeoyantes avaient ainsi bercé les dernières heures de la nuit, pendant que la neige tombait dehors et enveloppait Belwadé dans un cocon blanc et silencieux. Il fut tiré de son sommeil bien avant les premières lueurs de l'aube par des coups secs et répétés contre la vitre. Bâillant à s'en décrocher la mâchoire, le lutin glissa hors du canapé plus qu'il ne se leva et se rendit d'un pas titubant jusqu'à la fenêtre. L'air glacial de l'extérieur le réveilla plus efficacement que n'importe quelle sonnerie et il arracha le courrier des pattes de la libellule mécanique avant de retourner s'enfouir sous ses couvertures. Le cachet de la police de Belwadé figurait dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe. Ce détail d'importance aida Pavel à ne pas la mettre de côté pour se rendormir aussi sec. La convocation pour consultation ne contenait aucune information, mais l'idée de déjà se frotter à une nouvelle enquête le motiva à affronter le froid sans tarder. Le boulevard où se trouvait le cabinet Erkoum n'était pas très fréquenté. Axe principal d'un ancien quartier d'affaires gobelin, l'usure des pavés de la route témoignait de l'intense activité qu'il avait connue des années auparavant. Le fait que les rues n'aient pas été rénovées ou goudronnées attestait quant à lui de l'abandon dont il était victime. À cette heure fort matinale, personne n'avait encore dérangé l'imposante couche blanche qui recouvrait tout. Les machines de déneigement gobelines ne tarderaient pas à faire leur œuvre, mais pour l'heure, Pavel savourait le crissement de ses pas dans la neige. Emmitouflé dans une épaisse écharpe de laine, il héla la première voiture taxi qu'il croisa et arriva au pied des marches du commissariat en moins d'1 heure. S'engouffrant dans le hall d'entrée, il eut la sensation d'amener avec lui une grande vague d'air froid qui fit frissonner les 2 policiers chargés de la réception des visiteurs. Dehors, les premiers rayons du soleil peinaient à poindre. Il présenta sa convocation et il fut invité à se rendre dans la salle d'attente, où il se servit une tisane brûlante. Les mains posées sur la tasse en céramique, il poussa un soupir de contentement avant de retourner à l'accueil, impatient. « Je peux peut-être monter directement ? Je connais le chemin depuis le temps. » Les policiers échangèrent un regard, puis haussèrent les épaules avant d'acquiescer. Pavel se dirigea tout guiré vers l'escalier menant aux étages supérieurs et tomba sur Bergamote entre 2 paliers. « Erkoum ?» s'étonna ce dernier. « Je suis venu dès que j'ai reçu la convocation. On ne se quitte plus, dites donc. » L'elfe se frotta le crâne d'un air gêné. Je suis content que vous ayez déjà une nouvelle affaire, mais pour une fois, ce n'est pas pour moi. C'est pour moi. Pavel et Bergamote se tournèrent d'un même geste. Le menton pointu et redressé dans une mimique prétentieuse, un jeune fée les toisait de plus haut. Il s'agissait de l'inspecteur Laricourt, responsable du département des affaires surnaturelles. Alixtide ? S'étonna l'elfe en arquant les sourcils. Que veux-tu, Erland ? Tous les autres consultants sont indisponibles. Venez, monsieur Erkoum, ne perdons pas plus de temps. Laricourt tourna les talons sans l'attendre. Pavel échangea un regard avec Bergamote, puis, avec un haussement d'épaule, il se dirigea vers le bureau du fée. Ils s'étaient tous deux rencontrés lors de l'affaire du muséum, quand le département des affaires surnaturelles avait repris le dossier, et ça n'avait pas été le grand amour. Laricourt avait fait en sorte que Pavel se retrouve embourbé dans un contrôle administratif, ce dernier avait ainsi fait la connaissance de Nage, et de son côté, le lutin avait résolu l'enquête sous le nez et à la barbe du fée. Le détective n'avait jamais imaginé qu'il serait un jour de nouveau contacté par Laricourt. Il régnait dans la pièce une ambiance pesante, et Pavel s'installa sur le fauteuil comme sur des œufs, craignant de faire trop de bruit ou de déclencher une volée de critiques. Assis derrière son bureau, le fée se décida enfin à lever les yeux vers lui. Il semblait furieux et parla d'une voix glaciale. « Je ne suis pas ravi de devoir travailler avec vous, monsieur Erkoum, mais comme je l'ai mentionné à Erland, il n'y a aucun autre consultant disponible. Personne de doué en tout cas. Et bien que votre existence provoque en moi un agacement hors du commun, je suis bien forcé d'admettre que vous êtes doué. À votre façon. » Eh bien, merci beaucoup. C'était très bien. Et moi, ça s'est bien passé, t'as pas lu trop vite. Impeccable. J'ai arrêté là où j'avais dit. Exactement. Non, c'était, comme je t'avais dit, voilà, t'as la voix qu'il faut pour la lecture, c'était super cool à écouter.
Et Je ben, me suis entraînée, ça fait 4 ans que je m'entraîne. bravo. 4 ans que je m'entraîne. Eh bien voilà, donc nous partons à la découverte d'un d'un monde féerique avec des elfes, des alphes, des fées, des lutins, des gobelins et bien d'autres créatures. Des gnomes, des korrigans et ainsi de suite. Ouais, il y a à peu près, on peut Bestiaire. imaginer que s'il y a une créature fantastique qui existe, elle est, dans à Belwadé. Hmm. Il y a Alors, vraiment, il y a un peu de tout, ouais. C'est bien, on se fait un champ lexical du merveilleux. ouais, c'est ça et Alors, puis, ça laisse, plein de possibilités du coup. hmm. Nous avons une lectrice fidèle en la personne de Céline, qui montre bien qu'elle a, Oui. elle a lu le premier épisode. Oui et oui Euh, et il a bien renfloué ses comptes en effet. voilà, parce qu'il faut savoir donc que Antise à Pencilly, c'est enfin, le deuxième Ouais, livre relatant les aventures de Pavel Ercoum. c'est ça, c'est sa deuxième enquête, qui a été, publiée par Pulp Factory. Ok, donc avec le policier qui s'appelle Bergamote. Ouais. Et donc dans le premier tome, Pavel avait des ennuis financiers. Oh oui, bah, il avait décidé de lancer son cabinet de détective et ça ne décollait pas parce que lui, il voulait, résoudre des enquêtes et pas faire sa com. Bon, je pense qu'en tant qu'auteur, ça nous parle un peu Oui, et on veut écrire et pas faire notre com, bah, lui, c'était un peu pareil. Ouais, Panique au muséum, c'était ça le tome 1 et donc il avait des gros problèmes financiers. Donc il dormait dans son cabinet, enfin, donc voilà, c'est un peu un début de façon Batman Begins, où on découvre Pavel et où lui-même découvre le métier de détective finalement. ouais, c'est ça, il est détective depuis un moment, mais on le découvre alors qu'il a pas lancé sa carrière et donc là, dans le tome 2, il l'a enfin lancé et il y a encore du boulot, mais au moins il l'a lancé, ça y est. Alors Fabien, donc, ton éditeur, chez Pulp Factory, laisse entendre que le personnage qui est introduit, Sullivan Age, c'est un peu la Mycroft de Pavel. Du coup, oui. Moi, je m'en suis pas trop rendu compte des parallèles, mais c'est vrai que Fabien, lui, il a établi les parallèles parce que clairement, je me suis inspirée de Sherlock Holmes pour faire Pavel. Là-dessus, il y a pas de Là, je t'entends plus. allô? Oui, ça coupait un petit peu. Là, c'est mieux. Ça coupe un petit peu, ce Mm. scoop. Il a son John Watson qu'on n'a pas vu là, mais qui arrive très vite, Mhm. qui est un Corrigan. Et il a son inspecteur, avec Bergamote et Laricourt, donc il a ses inspecteurs de police là, autour desquels il gravite et puis donc il y a, Nage qui fait effectivement un peu Mycroft. D'accord, Mais donc. c'est Fabien qui a mieux fait les parallèles que moi, en fait. Et il a aussi son Moriarty, ou tu penses Alors, pas trop en oui, dire, je pense. oui. Là, la série d'enquêtes qu'il mène, ça va compter plusieurs grosses enquêtes et ça va se terminer avec, son Moriarty, oui. Oui, oui, c'est Ta-ta-ta. prévu. Hmm. Donc en fait, Ta ta oui, ta tan. voilà. Mais Mais il a pas de logeuse, effectivement. bah, c'est peut-être mieux parce qu'on aurait trouvé trop de parallèles avec les romans de Céline. Ouais, il fallait bien qu'on ait des différences, Céline. Voilà, Mrs. Et Egerton il est reprise. plus accro aux tisanes qu'aux pâtisseries, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a des références aux tisanes. On me disait, tiens, ça manque de gâteaux, ça manque de pâtisserie. Et ouais. Mais il faut savoir se démarquer. Le gras, c'est la vie, tout à fait, Céline. Pour en revenir d'ailleurs à ton bestiaire, donc il se distingue de celui de Céline, justement, parce que ce qui était à craindre, c'est qu'en construisant un univers inspiré de Sherlock Holmes, il y ait de la redite. Mais tu arrives quand même à te démarquer de Ravinger et Ward, les bouquins de Céline Badarou, en proposant un tout autre univers, tout aussi féerique et avec du steampunk, Mmh. mais les personnages sont tout autres. Ouais, complètement, ouais, et puis, après je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de lire les livres de Céline. J'ai honte de le dire parce qu'ils me font envie, ils me font baver d'envie depuis que le premier est sorti. J'ai pas encore eu le temps, donc je sais pas à quel point c'est différent, mais les univers ont l'air bien, bien, bien différents en tout cas, c'est clair et bon après, il y a moyen de faire tellement de choses différentes en s'inspirant du même, personnage que c'est pas Oui, parce qu'on a tous une vision différente, en fait, des personnages rentrés dans le ouais et domaine puis, public. on m'a déjà dit que Pavel avait un peu de Hercule Poirot aussi, donc enfin il y a plein de il est un peu nuancé quand même, quoi. C'est Céline qui se fout de ma gueule, bravo. Ah. Alors vous vous inspirez de Sherlock Holmes, mais comment vous démarquez de Ravinger et Ward? Oui, pardon, hein. Parce que Céline, c'est une habituée. Je l'ai quand même invitée 3 fois. Et oui, voilà, c'est ça.
Oh, chimère qui part. Bon, bah, tant pis. Bah, en même temps, il y a un truc, enfin, les idées volent un petit peu. On a tendance, des fois, à avoir les mêmes idées d'un auteur à l'autre sans même trop Ouais, ça arrive concerter. souvent ça. Ouais. Ouais, Donc, ça arrive souvent ça. On a tous la même, sphère d'influence, les mêmes, donc forcément ça se connecte pareil dans nos têtes des fois, quoi. oui, voilà, c'est pour ça que, en fait, peut-être que ça aurait été, enfin, le vrai risque n'aurait pas été de ne pas, enfin, de pas lire Ravager et Ward. Tu les aurais lus, peut-être que t'aurais été sûr de pas trop faire la même chose, mais en même temps, les idées, des fois, il y a tellement de trucs communs qui arrivent un peu ex nihilo. Ça, c'était le gros danger, en fait. Sans le vouloir, que tu... Mais je pense que je les lirai avant d'écrire mon tome 3 quand même, je pense, histoire d'être sûre de pas de pas partir sur des choses similaires sans le faire exprès, donc je pense que après un policier, enfin, Oui. les ficelles, c'est toujours un peu les mêmes, ce qui change, c'est comment tu les agences, en fait. Mais je Mm. pense que je les lirai avant de faire mon tome 3, ouais. D'ailleurs, pour revenir vraiment à ton bestiaire à toi, parce que si Céline, Mmh. c'est des animaux comme blaireau, renard, souris, Mmh. etc. Elle est contente, elle vit sa meilleure vie. Euh, J'avoue. ouais. Toi, donc, c'est surtout des lutins, des elfes. Elfes et alphes, Ouais. d'ailleurs. C'est ça, ça m'interroge un peu. Quelle est la différence? La différence entre un elfe et alfe, Mm. ça va être, dans mon univers à moi, ça va être très physique parce que finalement, tu vois, mon elfe Bergamote, il a une moustache, donc on est un peu loin de la version, de l'elfe grand, mince, pâle. Bah, ça, c'est l'alfe justement qui va être Mm. comme ça. Donc D'accord. dans mon univers à moi, après alfe, elfe, je pense que c'est juste 2 racines différentes pour les mêmes créatures, dans la Oui. mythologie nordique. Moi, j'ai fait une distinction parce que, bah, j'ai un peu étoffé mon bestiaire de cette façon-là, quoi. Et donc là, la différence, ça va plutôt être là. Tout ce qu'on imagine grand, blond, elle est blonde, il me semble, si je dis pas de bêtises. Pâle, très gracieuse, très fine, et cetera. Ça, c'est Nage et les elfes dans cet univers-là sont un peu plus, bah, brutes à côté, quoi. Alors qu'ils Mm. sont quand même moins brutes que toutes les autres créatures, mais ils sont un petit cran, enfin voilà. Voilà, ça, eux, c'est Ça va plutôt être ça la différence. c'est vraiment les elfes Les des elfes des bois, montagnes. quoi. Voilà. Il vient de Ouais, c'est ça. Melmac, ton elfe. Ah, bravo. Des références de vieux. Elle mange pas des chats, en tout cas, on est tranquille, hein. Non, non, ça va, elle mange pas de chat. D'accord. Yep, on est tranquille de ce côté-là. Mm. Ouais, parce qu'on a aussi donc Pavel qui est un lutin. Est-ce qu'il est plus Ouais. petit que Nash, finalement? Alors, oui, mais c'est pas flagrant. Il va avoir, une demi-tête, une tête de moins qu'elle. J'ai modulé, en fait. Tout le monde vit ensemble, mais il y a pas le lutin qui va être haut qui va tenir dans la paume de la main d'un troll, par exemple. D'accord. Le troll va juste être, beaucoup plus carré, il va faire, 2 têtes de plus que Pavel, qui est un peu plus petit et tout, mais il y a pas de les différences d'échelle, elles sont un peu nuancées quand même. Pour Mm, que d'accord. tout le monde on peut dire que c'est la magie de la ville. Ça se trouve, si on sort de la ville et qu'on va ailleurs, il y aura d'autres échelles de taille. Mais, Ok. c'est un univers vaste parce qu'il s'y passe d'autres choses. Il y a un autre personnage dans cet univers-là. Et donc c'est un univers très, très vaste et mais à Belwadé, les différences de taille, elles sont marquées, mais pas autant qu'on pourrait, Mm. l'imaginer. D'accord, ça Donc reste ouais, il comme est une un peu plus petit population. qu'elle, mais Ouais. ouais. Belwadé, Pensili, enfin, c'est marrant parce que bah, il y a des consonances un peu bretonnes, je trouve. Ouais, bretonne, Ou bretonnes, un peu disons. anglaise, Mm. bretonno-anglaise, ouais, je sais pas trop, je sais pas, j'ai pas utilisé de racines particulières pour les noms dans cet univers-là. Mm. J'ai pas forcément cherché de logique, donc c'est un peu comme ça me vient. Donc il est possible que oui, Ok. j'assume la bretonitude, il est possible du coup qu'il y ait des influences de la langue bretonne dans certains noms. Après mon Ouais. corrigan, il s'appelle Phil. Ça fait pas très breton pour autant. Ça sent le cidre. Ça sent le cidre. Bah, Phil pour boit du l'instant. cidre, Ah, ok. effectivement. Parce que juste avant, on avait quand même surtout un parfum de tisane. Ouais, quand même. Et Et bon, mais ouais, tisane de pomme. Ah tisane oui, de d'accord. pomme, Attention. pétillante, alcoolisée, fermentée. En tout cas, ton univers est assez terre à terre finalement, quoi. Tu parles quand même de faits sociaux, parce que ça se passe donc dans un quartier complètement laissé à l'abandon, Ouais, avec cette maison hantée ouais. qui sert d'abri aux sans domicile fixe. Ouais, il y a quand même, il y a c'est très, c'est à la fois très féerique et à la fois très terre à terre. En effet, on a beaucoup de il y a une,
Il y a une nouvelle à la fin. Mhm. Si je dis pas de... Oui, c'est ça. Il y a une Oui. nouvelle à la fin, par exemple, qui met en scène des grèves, des révoltes populaires et tout le team. Le truc, c'est que Belwade, le fait que toutes ces populations, tous ces peuples différents cohabitent entre eux, c'est le terreau pour aborder pas mal de thèmes sociaux de ce genre-là, en fait. Mhm. Et j'aime bien le faire. Ouais, j'allais y venir, vraiment. Et du coup, ça a l'air léger parce que c'est des lutins, des elfes, des fées et tout, mais en fait, pas vraiment. C'est pas non plus abordé directement, mais c'est abordé, ouais. C'est un peu comme un système de caste, ces différentes espèces féeriques. Oui et non. Il y a du racisme, ça c'est clair et Mhm. net. Il y a ceux qui pensent être mieux que les autres. Il y a plein de clichés, d'a priori. Il y a les Mhm. peuples magiques moins représentés qui du coup prennent plus cher. Enfin, il y a un peu tout ça. Après, j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un système de caste, mais Mhm. en France, on dira pas qu'il y a un système de caste, mais il y a des inégalités, des injustices. Oui. C'est un peu pareil en fait On chez sent les elfes et les que, fées, quoi. oui, on sent que les fées se la pètent, hein. Les fées se la pètent. Les gobelins pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Mhm. Mais même Pavel, ce qui est intéressant, c'est que même Pavel est un personnage qui a la tête pleine de clichés et qui du coup doit être amené régulièrement à... Bon, Laricourt valide les clichés qu'il a sur les fées. Mais, Enfin bon, en même temps, mais quand... il est amené à remettre en question quand même pas mal ça de temps en temps. Et c'est ça qui est intéressant aussi, du coup, d'avoir un personnage pas parfait du tout, face à des enquêtes où on lui demande d'être un peu neutre pour réfléchir. Enfin, c'est assez chouette. Oui, de travailler sur lui aussi. C'est que ça reste un personnage, Exactement, ouais. bien que lutin, très humain. Ouais, c'est ça, oui, et avec une marge de progression assez immense quand même. Donc il est très intelligent, c'est un très bon détective, mais il a une marge de progrès sur plein d'autres aspects. C'est ça qui est intéressant aussi du coup. Et est-ce que ton personnage est plutôt jeune? Parce que bon, je ne me situe pas encore très bien. Tu dis qu'il a de l'expérience, mais... Alors c'est pareil dans les échelles d'âge et tout le Mhm. team, c'est pas fixé, c'est un peu aléatoire. Donc est-ce qu'il est jeune? Il est pas pour nous, mais pour un lutin, il est ce qui serait la fin de vingtaine, début de trentaine pour nous. Mhm. Oui, donc c'est quand même un jeune détective. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a encore beaucoup de choses Mhm. à apprendre et tout, quoi. Alors, comme dit Fabien, c'est vrai qu'il est moins sociopathe que Sherlock. Oui, carrément. C'est en ça qu'il s'est notamment éloigné de Sherlock, c'est qu'il est carrément moins sociopathe. Ça, c'est clair. Il a besoin des gens aussi, il a besoin de son meilleur ami Phil et il le reconnaît clairement. Enfin, Il a un il petit aime faible aller en pour société, Nage. il a un petit faible pour Nage. Enfin voilà, non, il est moins sociopathe, ça c'est clair et Oui, oui, net. puis son Lestrade, en fait, ils ont des rapports plutôt cordiaux, finalement. Oui, avec celui-là, oui. Avec Mm. Bergamote, oui. Avec l'autre, avec Laricot, c'est un peu plus compliqué, mais Oui, mais bon, c'est un fait. c'est ça. C'est un Après, petit peu les Sherlock s'entend pas infos. avec tout. C'est Mm. Attends, j'avais une question en tête, elle s'est échappée. Je vais essayer de la rattraper. la- Et vous autres sur le chat, si vous avez aussi des questions, non, c'était pour revenir à Belwadé et ton univers. Est-ce que tu Mhm. t'es inspiré de Londres ou quelles sont tes autres sources d'inspiration pour animer cette ville? Est-ce que tu vois l'épisode de Tintin en Amérique, comment il commence, où il rédige le dessin animé, il fait Chicago, la guerre des gangs. Ah oui. Et c'est ça qui m'a inspiré l'ambiance de base de Belwade. Puis après, ça c'est un petit peu plus équilibré, un peu plus, mais c'est plus grande ville, genre Chicago et tout. Au moment où il y avait les mafias qui s'affrontaient, il y a beaucoup beaucoup de mafias dans Belwade aussi. On Oui, les a pas oui. encore trop mises en scène, mais Mais on y fait on en référence, parle effectivement. déjà et voilà, c'est ça et ça va arriver. Et moi, quand j'ai voulu créer cet univers-là, j'avais Tintin dans ma tête qui disait Mm. Chicago et qui écrivait sur sa machine à écrire là. Donc c'est plutôt ça qui m'a dicté l'ambiance générale. Ah, c'est plutôt original, quoi, finalement, parce que on a tendance à s'accrocher un petit peu trop à Londres ou à Paris, à des villes un peu gothiques. Ouais. Non, Mais non, oui, là on oui, est ça plus, c'est. tu vois, ils ont des hauts gratte-ciel, des hauts immeubles. C'est très dur à décrire parce qu'on est à la fois très un peu steampunk, mais dans les Mm. technologies et tout, mais ils maîtrisent le charbon, donc ils ont de l'électricité, ils ont des grands buildings, c'est à la fois très. Et oui, effectivement, on parle des mafias dans la nouvelle à la fin. Mm. Céline qui revient sur Donc son voilà. bouquin. Vous écrivez sur Sherlock Holmes, mais avez-vous réussi à vous éloigner de Londini? Bon, voilà, t'as le nom de la ville du bouquin. Voilà, j'ai le nom de la ville du coup. Ouais. Donc ouais, non, toi, ça s'éloigne vraiment. C'est une espèce de ville champignon qui s'est élevée d'un coup avec tout ce que Ouais, cela a amené de, ouais,
qui s'est qui s'est élevée énormément en hauteur parce qu'elle était limitée par des montagnes et par l'océan, à l'est et des montagnes au nord, je crois. J'ai un plan de la ville quelque Mmh. part, j'ai un plan des alentours. Parce que quand tu fais du policier, un plan, c'est vachement pratique quand même, quand ils doivent aller Oui. d'un endroit à l'autre à travers toute la ville Mmh. Et puis bon, quand tu as pas de monde, et du coup, ça s'est élevé en hauteur aussi effectivement, ouais. d'accord, donc c'est vrai que c'est pas tout à fait comme ça qu'on peut imaginer une ville façon Sherlock Holmes, quoi. Finalement, c'est vraiment tout autre chose. Ah, Mmh. le plan de la ville est au début du roman. OK, c'est bon à savoir. Dans le livre? Parce que dans le livre, moi Parce que j'ai moi pas le plan de la ville dans je l'ai mon pas vu dans la maquette, en tout cas. non, j'ai pas de plan de la ville moi dans le livre. C'est vrai que je l'avais envoyé. Mmh. Fabien me l'avait demandé effectivement, donc je lui avais envoyé mais je l'ai pas dans le livre. Il m'aurait dérobé. Quelqu'un a volé le plan de la ville. C'est un coup de Moriarty qui n'a pas encore de prénom. Faudrait que je lui trouve son nom à Maury Moriarty. Rastapopoulos, Alors si j'ai bien compris, il faudra qu'il ait un nom à consonance, bretonne? voilà. Bah tiens, justement, en parlant des noms, parce qu'on a un Bergamote, quand même, qui est un nom Oui, assez, assez conte de fées, mais Pavel Erkoum, ça vient d'où, ça? je sais pas. Je ne sais pas. Pavel, c'était un prénom que j'aimais bien Mmh. et comme je le disais tout à l'heure, des fois les prénoms je cherche dans ma tête un truc avec des lettres et ça a fait Erkoum. J'ai pas d'explication particulière à apporter à ça On va dire que c'est et au moment de créer l'inspecteur, Bergamote, je trouvais ça drôle donc oui, ben, voilà. ça a été Bergamote, Bah, on quoi. reste dans le côté Tintin, finalement. Un petit peu quand même, ouais. Donc en fait, tu veux dire que c'est les lutins qui t'ont soufflé le nom du héros. Exactement. Non, c'est pas ma faute, j'y suis pour rien. Quand je dis des prénoms, il y a quelqu'un qui me tapote sur l'épaule et qui dit: «Hey Bergamote, c'est drôle!» Voilà, Des histoires de muses venues de nulle part. c'est ça. Autant il y a Oh des là. univers où je fais attention à la racine des noms et tout, autant sur celui-là, c'est un peu comme c'est féerique et fantastique et tout le tout team et ben, ouais, un peu de tout et n'importe quoi, en fait. Et Heureusement comme qu'il y a pas comme c'est une ville tournesol. champignon à la Chicago, bon, c'est un peu normal de trouver toutes Mmh. sortes de noms, comme il y a toutes sortes de Du coup créatures. du coup, exactement Alors et oui, puis il va y avoir des lutins qui viennent de là, les lutins qui viennent d'ici, les lutins qui viennent de là-bas et cetera, enfin même, euh, enfin c'est con. oui, c'est un peu compliqué, mais c'est un vrai melting pot, quoi. Voilà. C'est ça. Et donc, comme Antise à Pencilly est le deuxième roman, enfin, est-ce que cette série porte un nom? C'est les aventures ou les enquêtes de Pavel Ercoum ou... Non, pas encore particulièrement. Faudra peut-être qu'on en parle avec Fabien à un moment, mais je vais déjà essayer de lui écrire la troisième aventure Oui. Ah bah et oui, puis on verra. c'est la question suivante. Est-ce que tu as des nouvelles aventures sous le pied? Est-ce que tu penses faire combien de volumes? Pour le coffret intégrale, comme dit Céline, il y aura un nom. La prochaine aventure, oui, j'ai déjà une idée de la prochaine aventure parce que j'aime bien semer des graines. Donc, Hmm. il y a déjà des graines de semer pour la prochaine aventure dans les tomes 1 et 2. C'était ce qui est très rigolo, c'est que Fabien, quand il a lu le tome 2, il m'a dit, quand je lui ai dit sur quoi se reposerait le tome 3, il m'a dit: «Oui, j'avais repéré ça dans le tome 2». Hmm. Donc c'est très amusant et donc du coup, j'ai déjà une très bonne idée de ce que va être le tome 3. J'ai une très bonne idée non, une moins bonne idée, mais une idée quand même de l'escalade que je veux, avec Moriarty donc et après on verra si Fabien est toujours partant, mais après ça, j'ai une autre idée de nouveau cycle d'enquête à mettre en place donc c'est l'avantage d'un personnage comme ça, c'est qu'en fait, bah, tu peux le faire enquêter à l'infini en fait, il y aura toujours quelque chose à faire. Surtout quand on voit la diversité de populations, de rencontres, Exactement. Mmh. et le fait de mêler univers de magie avec enfin, lutte sociale, Mais drames c'est très rigolo sociaux. ça. Ouais. Et même la magie, c'est très rigolo en fait, parce que finalement, ce que nous on va considérer comme de la magie, ça va juste être les capacités spéciales d'un peuple. On a par exemple un dans le Panic au Muséum, si Pavel s'entend aussi peu avec Laricourt, c'est parce que Laricourt, il est responsable des affaires surnaturelles et que pour Pavel, le surnaturel n'existe pas. Donc c'est dans un univers magique comme ça, qui a l'air magique pour nous, j'ai trouvé ça très rigolo de mettre en place ces nuances-là aussi. Donc il est lutin, mais c'est un lutin sceptique. Voilà. Exactement, mais complètement. C'est vrai qu'on voit Donc pas c'était beaucoup très de rigolo à magie. faire ça aussi. Oui.
Tout comme cette histoire de maison hantée, en fait, on doute assez vite qu'il y a peut-être pas de surnaturel là-dessous, qu'il se cache quelque chose de plus vicieux. En tout cas, c'est ce dont Pavel va être persuadé tout de suite, forcément. Et ce que Larry va essayer de le convaincre du contraire, puisque Larry étant, responsable des affaires surnaturelles et lui persuadé qu'il y a du surnaturel. Mais ça pose la question de ce qu'est le surnaturel, c'est très rigolo aussi. Bah ouais, en fait, c'est des Mulder et Scully qui peuvent pas s'encadrer, quoi. Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Allez, encore une influence. Est-ce que donc les aventures de Pavel, c'est tes premiers romans publiés chez un éditeur ou tu avais déjà d'expérience dans ce domaine? Non, j'avais eu une série publiée, d'un personnage donc qui est ami avec Pavel, une exploratrice lutine, donc c'était vraiment le même genre, mais c'était une série. Par contre, non, le premier roman que j'ai réussi à terminer et pour qui j'ai signé un contrat d'édition, c'était Panique au Muséum, ouais. D'accord. Donc c'est... Et comment t'es venue Ouais, c'est mon petit, l'idée? Oui, l'idée, ouais. Heu, Pavel existait déjà, j'étais inscrite sur, un forum l'Allée des Conteurs et il faisait des défis où il fallait placer des mots dans un texte classique, du coup comme défi d'écriture et en fait, j'avais eu envie d'enchaîner les défis mais avec une histoire qui se suivait et donc j'ai fait cette histoire de personnage lutin qui menait une enquête. Donc je l'ai développé comme ça en fait, avec une série de défis où j'avais des mots à placer, une couleur, et cetera. Et après il y a eu un appel à texte auquel j'ai répondu avec une enquête de Pavel, qui a été retenue et après, Fabien m'a contacté pour me demander si j'avais quelque chose à lui proposer et je ne sais plus par contre s'il connaissait déjà Pavel ou pas. Fabien pourra corriger, mais en tout cas, c'est Panique au Muséum que j'ai proposé et qui a été retenu. Mais je me souviens plus si, Alors, ça a été du fil en aiguille, en fait, suite à des exactement. jeux, des Mais exercices. Pavel, c'était et à partir du moment où je l'ai créé, Pavel, j'ai quand même su que je voulais faire quelque chose avec mon petit détective lutin. Ah oui, surtout que C'est un de mes personnages préférés de tous ceux que j'ai pu créer jusque-là. J'ai vraiment une affection particulière pour Pavel quand même. puis en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que tu auras la possibilité de faire d'autres aventures. Mmh. Il le Ouais, faudra, voilà, hein, c'est ça. Fabien? Ouais, voilà, c'est ça. Donc j'en avais effectivement déjà parlé à Fabien pendant une interview qu'on avait fait et donc du coup, il savait. C'est marrant parce que je vois que tu as participé à un recueil de nouvelles, enfin une anthologie, avec Pierre Pével. Oui, Oui, est-ce que lui aussi, dans c'est le vrai. genre ville et steampunk avec des êtres féeriques, Bah supposément. oui, du coup, je suis une grosse fan du Paris des merveilles et j'avais raté le premier appel à texte parce que j'avais pas le temps, parce que jeune maman, tout ça, tout ça et quand le Ouais, deuxième appel à texte est sorti, j'ai fait: «Il y a pas moyen, j'envoie un texte» je vais et voilà. sauter sur l'occasion. Obligé. Voilà, mais je me suis retordu le cerveau dans tous les sens pour trouver un truc et pour envoyer un truc à temps, quoi. En plus, j'ai failli rater quand même la deadline, il l'a rallongé. Quand il l'a rallongé, je me suis dit: «C'est un signe, faut que je le fasse» et voilà. Mais c'est vrai que c'est un univers qui forcément Paris des merveilles, c'est le même, un peu pareil, quoi. Enfin, c'est du fantastique, un peu steampunk, un peu Oui. Est-ce que tu as été beaucoup influencé par le travail de Pével ou t'as, enfin d'ailleurs Pével t'avais. non, parce que je l'ai lu ah ouais, je l'ai lu après. D'accord. J'ai découvert le Paris des merveilles après. Donc je pense pas que ça m'ait influencé au niveau de l'histoire. Je sais qu'après avoir lu, le Paris des merveilles, j'ai voulu écrire des nouvelles dans la même ambiance en testant un peu un style différent. Ça a pu m'influencer dans mon style, quelque temps, parce que je suis une vraie éponge. Mais par contre non, j'ai écrit Pavel avant, donc ça je pense pas que ça ait pu jouer du coup. Non, mais bon, ça doit faire quand même plaisir de partager la couverture avec quelqu'un qui a tellement fait pour la Ouais, littérature féerique française, hein, surtout. ouais franchement c'était, quand j'ai eu le coup de fil, pour dire, non, quand j'ai eu le message pour dire: «Est-ce que je peux vous appeler?» j'ai fait genre: «Ouf, ouf». Normalement, c'est bon signe. Et alors il a commencé par: «J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle». J'ai fait: «Ah Ah, super». ah bah, il sait comment aborder les sujets, c'est bien. Ouais, c'est ça. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y avait beaucoup de travail sur le synopsis. La bonne, c'est que c'était bon, on allait le faire. Je fais: «Bon, bah, ça va, c'est pas Ah. une mauvaise nouvelle». Non, mais bon, après, ça dépend des auteurs. Il y en a qui bon, n'ont pas de problème pour retravailler les synopsis, le style, Oui, etc.
C'est Et vrai. Moi, là-dessus, moi, j'ai aucun souci, si un éditeur me dit: «Je pense que ce serait mieux comme ça», oui, forcément, je vais y réfléchir, si je vais pas dire, oui bêtement, mais quand même la plupart du temps, j'écoute l'éditeur parce que c'est son métier quand même. bah, oui, et puis bon, après, ça dépend de ce que l'éditeur exige, quoi. Si tu as l'impression que sa Exactement. demande risque de Mais là, dénaturer. c'est plus que comme c'était son univers à lui, il savait quand Oui, même mieux que moi, ah oui, voilà, obligé. heu, ce qui allait faire l'affaire, quoi. Après, je sais que Fabien m'avait demandé de modifier un petit peu la fin de mon tome 1 et Mhm. c'était complètement logique et tout et j'ai même pas, ouais, je l'ai fait, en fait. Ouais. C'est ça, comme a dit Céline, le tout, c'est d'être sûr qu'on va dans le même sens dans le travail avec l'éditeur et je suis d'accord et à partir du moment où tu es sûr d'aller dans le même sens, tu as pas de raison de pas lui faire confiance donc c'est vrai qu'en général, je suis pas casse-pied avec les corrections éditoriales. Donc Oui. quand on me dit, «C'est la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir tout retravailler», c'est pas une mauvaise nouvelle, pour Ah moi, non. à mon sens. Il te Pour moi, ça demande va. si tu gardes en tout cas ton histoire telle quelle, avec le même Ouais, esprit. c'est ça, je gardais mes personnages, je gardais la trame de base, fallait juste revoir la structure, ça va, ça va Et il y a eu beaucoup de et travail. j'ai appris pas mal de choses en Bah oui, plus. Comment? c'est simple. Enfin, je demandais si donc, hormis la fin qu'il fallait changer pour Panico Museum, est-ce que Fabien te fait beaucoup travailler? Non, ça va, il est cool. Ou alors moi, j'y arrive du premier coup. Non, sur Antisa Silly, je crois qu'il y a pas eu de grosses modifications à faire. Il y a eu des corrections éditoriales, mais je crois qu'il y a pas eu de grosses modifications. Mais encore une fois, ma mémoire est très mauvaise, sur le long terme, donc c'était il y a 2 ans, ouais, à D'accord, peu près, 1 an et demi, 2 ans, donc ma mémoire commence déjà à effacer des trucs, donc d'accord, parce que si je dis des bêtises, Fabien peut me reprendre. Mais à part Panic au Museum, on a changé la fin. Antisa Silly, on n'a rien modifié à part les corrections éditoriales dans le texte, quoi. Il me semble. d'accord, parce que bon, pour toi, du coup, c'est pas trop dur finalement ben, quand ton texte appartient plus vraiment, parce qu'une fois qu'il est entre les mains de l'éditeur et ensuite entre les mains du lecteur, on n'a plus beaucoup de Bah, corrections. ouais. Après en soi, ça me gêne pas. Moi, j'écris pour que les gens le lisent, en fait. Donc Ouais. voilà, comme dit Fabien, pour la structure, on y touche pas trop, trop. Oui, bah c'est ça le plus important, je pense, aux yeux d'un écrivain, en tout cas, la structure. Mais surtout sur un policier, en fait, en soi, c'est difficile de changer la structure d'un policier, en fait, parce que, ben, les indices sont quand même lâchés à des moments particuliers et précis, Mhm. et cetera, et cetera. Donc changer modifier profondément la structure d'un policier, c'est un peu dur. Pével, tu vois? Moi aussi, je me mélange. Le Paris des merveilles, c'était pas tant du policier que de l'action, Mhm. tu vois? Donc à la limite, pas très grave de tout changer la structure. Pour du policier, quand tu t'es cassé la tête à choisir où t'allais mettre tel indice et où t'allais mettre telle fausse piste et où t'allais mettre, le moment où il capte enfin, modifier la structure, c'est un peu plus compliqué quand même. Oui. Par contre, au niveau linguistique, Fabien peut être chiant. Ah, tu confirmes? Ouais. Mais je trouve pas je trouve pas ça chiant, donc je peux Ouais. rien dire, Mm. mais oui, j'ai certains tics qui corrigent. Bah, même en étant Mais je trouve pas ça expérimenté, ouais. chiant en soi. Même avec de l'expérience, tu peux pas t'empêcher d'avoir les mêmes tics de langage, Ouais et puis ils d'avoir les mêmes changent, formules. là, j'ai, l'éditrice avec qui je travaille actuellement, on a fait, 11 synopsis différents et elle m'a Mhm. dit: «Tes tics de langage, ils ont changé, mais tu en as toujours autant en fait, c'est juste que je t'en corrige et t'en mets des nouveaux quoi». Bah ouais, c'est pas drôle sinon. C'est le principe des répétitions aussi. Tu changes un mot pour arrêter une Ouais, c'est répétition, ça mais ça fait une répétition avec un autre mot, c'est relou. et ça c'est pénible ça, les répétitions, c'est ce que je déteste le plus quoi. Ouais voilà, Fabien, il vient de lister, et j'aime bien de temps en temps, moi, les participes présents et il me les enlève et Ah, mais oui, oui, j'ai les tics d'auteur, c'est terrible. ouais, ça. Défendons les adverbes. Crazy aimerait savoir ce que Fabien appelle des démonstratifs. Enfin, ceci, cela, d'accord. Ça, je le fais pas trop, je pense. C'est plus avec les adverbes en moins et les participes présents que J'aime bien moi, les je les adverbes aime. en J'en moins. utilise pas trop, j'en utilise pas trop non plus parce que c'est vrai que bon. Mais bon, faut dire que Fabien, en fait, il utilise la méthode Elmore-Léonard sur les 10 conseils pour écrire un roman. Il faut traquer les adverbes. Mais en fait, en vrai, c'est vrai que des fois, quand on a trop, 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 ça va pas. Des fois, tu peux pas faire autrement, mais des fois, il y en a trop. Ouais, c'est toujours une question de dosage, quoi. Oui, puis c'est une question aussi de... Voilà, enfin, faut pas trop alourdir le texte, hein. Mmh, Des fois, on peut pas faire mmh. autrement, mais Ouais, bon. c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Et donc, t'as dit que tu avais d'autres projets en cours, mais pas chez Pulp Factory. Oh,
Oh là là, oh l'infidélité. Enfin bon, en même temps, c'est très rare d'avoir des contrats d'exclusivité. Désolée. Et ouais, donc bah j'ai quand même le tome 3, la troisième aventure de Pavel qu'il faut que j'arrive à caler dans mon planning parce qu'elle elle est prioritaire pour le moment. J'ai une trilogie qui était auto-éditée, il manque le tome 3, mais comme je l'ai soumise à des maisons d'édition, j'attends réponse. D'accord. J'ai un tome 1 d'une saga de fantasy, mais c'est un peu en pause parce que j'ai soumis le tome 1 finalement. Pareil, j'étais partie dans l'auto-édition, mais comme maintenant j'arrive à vivre grâce à un éditeur de l'écriture, Oui. j'ai plus besoin de l'auto-édition dans le sens où je m'étais tournée vers l'auto-édition pour avoir de meilleurs revenus, mais j'en ai plus besoin. Donc maintenant, je vais plus me tourner vers des maisons d'édition qui vont faire justement le travail de correction et de com et tout. C'est surtout Donc ça, là, quoi. prioritairement, le projet prioritaire pour l'instant, ce serait le tome 3. Mhm. Et l'éditeur pour lequel je travaille, Doors, pour lequel je dois écrire une facture tous les mois qui tombe. J'ai l'équivalent d'un salaire. Oui. Donc ils sont prioritaires aussi, en fait, du coup. Voilà. Mais bon, ça va, c'est pas trop dur d'avoir 2 éditeurs sur ton dos. Mais non, Fabien, il est cool. Il m'a relancé il y a pas longtemps, mais il est très très cool, Fabien. Eux, ils sont très très cool aussi. Ils sont vraiment très compréhensifs. C'est génial de travailler avec eux. Donc franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre. Même si tu as fait 11 synopsis, c'est bien ça pour Doors? Depuis septembre, pour une série policière. C'était très rigolo d'ailleurs de relire le début de Hantise parce que je me suis rendu compte que je retrouvais mon détective avec ses différents duos et je venais d'écrire 11 scénarios avec un autre duo d'enquêteurs et c'était très rigolo du coup. Ouais, 8 enquêtes, 3 spin-offs depuis septembre. Je change d'univers, ça y est, parce que je leur avais dit que j'en pouvais plus. J'adore l'histoire, mais je voulais écrire autre chose. Et donc du coup, là, ce mois-ci, je vais écrire autre chose. Histoire d'avoir une récréation et une bouffée d'oxygène. Ouais, je retourne à la fantaisie, mon premier amour. D'accord. Et donc, Donc voilà. tes premiers romans auto-édités, c'est des romans de fantaisie, hein? Il y a une grosse saga de fantasy parce que depuis que j'ai lu Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb, j'ai envie de faire ma grosse saga de fantasy parce que j'avais vraiment adoré comment elle avait structuré, comment ça part dans tous les sens. À la fin, ça se rejoint et ça fait boum et c'est génial. Et j'avais envie de faire la même chose. Donc j'ai ma saga de fantasy vraiment pure et dure qui est commencée. Ouais. Et l'autre, la trilogie, c'est de une classification toujours chiante en France. Moi, j'ai dit que c'est de l'urban fantasy. Mhm. Euh, Ouais, pour d'autres, ce serait du fantastique. Ah Pour oui. d'autres, ce serait encore autre chose. Écoute, c'est des chasseurs de démons. Voilà, c'est l'éveil de l'ombre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et celui-là, il est toujours en auto-édition ou c'est fait partie de ceux que Bah, tu as proposés? je l'ai D'accord. soumis en maison d'édition. Pour l'instant, il est toujours auto-édité. D'accord. Un jour, je ferai le tome 3, mais du coup, je vais attendre de voir s'il y a des réponses de maison d'édition, parce que s'ils me font changer un peu le tome 1 et le tome 2, ça a aucun sens de commencer à bosser sur le tome 3. Ben, il y a ça, et puis il y a aussi le Voilà. fait que tu as beaucoup de maisons d'édition qui sont un peu frileuses sur quand tu Ouais. as publié des sagas. Après, ouais, c'est ça. Bon, là, au moins, sur une trilogie, j'ai déjà le 1 et le 2. Voilà, Ouais. j'ai mon CV entre guillemets qui prouve que je peux travailler sur des projets sur du long terme parce que Doors, depuis septembre, 11 enquêtes, et puis je travaillais même pour eux avant ça. Enfin, je peux bosser sur du long terme, donc Ah, c'est quand même pas mal, hein. Il y a un rythme effréné en ouais, plus. ouais. En vrai, en vrai, sans le petit bonhomme, ça irait. Ouais, Mais il y a le petit bonhomme de 4 ans qui fait l'instruction en famille, donc c'est un peu plus dur. c'est Mais vrai. sans le petit bonhomme, ça irait, hein. Ça faudra attendre Mais qu'il voilà. aille. Il ira en CP bientôt? Ou ce sera toujours l'instructeur en famille? Si je peux l'éviter, il n'ira pas à l'école. D'accord. Sauf s'il réclame. Alors, remarque, vous pouvez faire vos devoirs ensemble. Mais oui, mais en fait, il commence à écrire des histoires, il est trop rigolo. L'autre jour, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit: «Maman, pour faire une bonne histoire, il faut des personnages, des problèmes et des soucis». J'ai dit: Exactement. «OK, effectivement, bravo, génial». Et donc il m'a donné la structure d'une histoire qu'il fallait que j'écrive pour lui. Alors au début, ils font ça, le problème, ça va être ça, le méchant, ça va être ça et les soucis, ça va être ça. Écris-la, maman. Je dis: «Bon, bah, Ah bah, c'est bien, OK, hein». il te force à t'entraîner. D'accord, OK, allons-y, atelier d'écriture avec mon petit poney.
Ah, c'est vrai que les éditeurs, concernant toujours les sagas, sont frileux à cause de Martin, enfin, J.R. Martin avec le Trône de Fer. Mais oui, mais forcément, comme, Mm. tu sais jamais, les aléas quoi, donc la personne elle peut arrêter, elle peut plus être inspirée et puis t'attends pendant des c'est logique quand c'est un auteur que tu connais pas, bah, c'est encore plus logique, c'est un plus gros risque encore, donc ouais, c'est normal. Il y a ça, puis il y a le risque aussi en librairie. Souvent, les libraires, ils sont assez chauds pour proposer le tome 1, et puis plus tu avances dans le nombre de tomes, et moins ils les mettent en avant, quoi. Enfin, j'ai constaté Oui ça aussi, ouais, chez mon éditeur avec... aussi, ouais. ouais. Ah, mais j'ai pas fait de saga, moi, mais des collègues auteurs qui ont vu les ventes s'effondrer petit à petit, malheureusement. Mais oui, mais en fait, c'est ça aussi. Moi, du coup, sur Doors, comme c'est une application numérique, j'ai des stats, trimestriellement, j'ai les stats assez détaillées de lecture et les dernières que j'ai eues, effectivement, la première enquête, elle est beaucoup lue et plus tu avances dans les enquêtes et moins ça lit, en fait, quoi. Oui. Et bon, après, des plateformes comme Doors, j'ai l'impression qu'ils ont moins peur de perdre Il y a des moins lecteurs. de risques parce qu'il y a pas le prix des impressions papier déjà, mais C'est après il y a ça. quand même d'autres investissements à côté. Ils ont besoin de garder leurs lecteurs quand même, mais Mm. C'est vrai qu'il y a du coup, l'investissement voilà. papier, surtout en ce moment, c'est de pire en pire, quoi, avec le prix du papier, le Brexit, le prix de l'essence, enfin bon, plein de trucs qui rentrent en ligne de compte, qui rendent du coup la vente du Bah, livre. le risque, Voilà. ouais. Mm. Mais bon, en tout cas, c'est bien parce que tu t'attaches à tes projets, mais en même temps, t'es pas accroché à ces projets, quoi. Tu proposes énormément Mais d'histoires, et ça, ouais, bah, c'est en fait, bien, quoi. je les aime tous mes projets, mais il y a tellement d'histoires à raconter et de trucs à faire que Mm. que voilà. En À même un temps, moment, il voilà, faut qu'ils sortent, il faut passer au suivant parce que c'est ça. Et comme dit Céline, donc t'as toujours voilà. plus de lecteurs sur le tome 1, effectivement. Ouais, mais complètement, ouais. C'est Et toujours comme ça, pour c'est revenir logique. à Petit Bonhomme, alors donc lui, sa définition d'une bonne histoire, c'est des personnages, des problèmes et des soucis. Et toi, Mmh. quelle définition tu donnerais d'une bonne histoire? Bah, du coup, j'ai envie de donner un peu la même en fait, mais non, moi j'aime bien, hem, moi je bon, c'est classique, c'est bateau ce que je vais dire, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais si l'histoire elle me fait ressentir un truc, c'est une bonne histoire pour moi en fait. Hmm. Après j'aime bien aussi quand ça me fait réfléchir, dans le sens où du coup j'aime bien les policiers, pour essayer de trouver, la solution avant la fin. Mais c'est hyper bateau. Une bonne histoire pour moi, ça va être une histoire qui va faire vivre, qui va faire ressentir. Une bonne histoire, c'est des gâteaux aussi, Céline, mais quand les gens lisent tes recettes de gâteaux, ils ont envie de gâteaux, ça provoque de la gourmandise. C'est une émotion ou entre ouais, tu vois? C'est pareil. Non, mais voilà, une bonne histoire pour moi, ça va être ça. Mais Sur les gâteaux. quoi d'autre? Ouais, ressentir des choses. Après, j'aime bien quand ça fait un peu réfléchir aussi, mais ça, c'est je peux aussi lire des histoires qui font pas réfléchir et les apprécier, mais ça, c'est moi, je peux pas m'empêcher de mettre du propos social dans mes Oui, histoires. voilà, réfléchir sur l'enquête et réfléchir aussi sur le propos social, quoi. Bah, beaucoup d'histoires Ouais, moi ça, moi, policières. je peux pas m'en empêcher, ça, moi. Bah, d'ailleurs, avec la série policière sur Doors Multiples, on s'est bien lâché avec l'éditrice scénariste sur Hmm. les à chaque enquête, mais le policier permet pas mal de faire ça, en fait, je trouve, Oui, bah, il y a forcément. beaucoup de romans policiers français justement qui s'appuyaient sur des faits Mmh. sociaux et tout. Mmh. Euh, Mais c'est enfin, forcément, tu parles de coupable, tu parles de criminalité, tu parles de crimes passionnels ou de manipulation ou enfin, forcément, tu explores, en fait, puis comme tu dois varier tes enquêtes, bah, tu vas un peu partout. Forcément, il y a du propos social dans le policier, je trouve. Enfin, même si bon, les policiers les plus classiques comme Agatha Christie, ça reste quand même campé dans la bonne société anglaise. oui, oui, c'est vrai, Mm. c'est vrai Et et toi, du coup, c'est plus le mystère en lui-même, voilà, oui. Mais bon, même si elle dépeignait bien les affres de l'âme humaine et ses bassesses. mmh. Mais toi, est-ce que tu avais d'autres auteurs en tête à part Agatha Christie pour tes influences? Par exemple, Et non, Fernando parce que Porto? paradoxalement, moi, c'est plutôt des séries que je regarde en Oui. policier, ce qui m'a du coup bien aidée puisque, bah, Doors, c'est de la série. Non, j'ai Sherlock, je les ai c'était il y a longtemps, mais je les ai quasiment tous lus, faudrait que je le refasse, un de ces 4. J'ai lu quelques Agatha Christie et après c'est les séries policiers que Bones, Oui. Lucifer, enfin, c'est des classiques, c'est pas, Ah, en même temps, NCIS un petit peu, ouais, voilà. mais moi, c'est plus le côté, les Sherlock justement, Elementary et tout, enfin voilà. C'est plus ça moi qui en policier, je ne suis plus une très grosse lectrice. D'accord. J'arrive plus à me poser et à rester,
Oui, J'ai en même plus temps, de c'est mal un peu depuis, normal vu ta situation hein? familiale, c'est N'est n'est-ce pas? mmh. Ne GS pas sur l'informatique, hein. Non, mais en informatique, je suis désolée, l'informatique, même dans multiples, c'est un peu aléatoire aussi puisque j'ai pas les connaissances, on triche en informatique aussi, effectivement. Ah, il faut savoir tricher quand on écrit, hein. Je je pense qu'on ferait bondir les informaticiens. Désolée. À Crédit, elle bondit sur l'informatique et sur les motos, faut savoir, hein. Donc attention. Podimp, l'informatique dans NCIS. Oui, bon, Et je pense que dans multiples aussi, hein, l'informatique, c'est pas le truc sur lequel on sait le plus, puis là, on parle d'un bon, truc policier, hein. j'ai essayé, mais Oui, il n'y a pas d'histoire d'écran qui permette d'agrandir une photo hyper pixelisée, je pense pas. non. Voilà. Non, non. Non, voilà, non, donc, voilà. Il y a Tu la team la informatique qui est sur les dents, là. la team informatique prête à bondir. Au moins dans Pavel, il y a pas d'informatique, j'ai pas de Exactement. soucis. Voilà. On réinvente la technologie. Voilà. Ça y est, tout le monde y va, sa You série know wind. préférée. Mes préférés, c'est les experts avec leur Windows du turfu. Mais bon. En tout cas, oui, Non, non, c'est. normalement dans multiples, on est peut-être un peu léger sur la façon dont ils piratent un peu facilement à chaque fois les réseaux sociaux, mais à la fois les gens mettent des mots de passe tellement débiles des fois que c'est pas non plus incohérent. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a encore plein de gens qui le mettent en mot de passe. purée, c'est vrai. Oh non. Alors que pourtant, dans les boîtes, que ce soit là où je travaille, en tout cas, on est obligé de changer le mot de passe tous les 2 mois, sur n'importe quel Oui, support. moi je fais beaucoup d'ellipses. Des ellipses, c'est le bien et je suis assez d'accord. Moi je dis: «Ils font ça» et puis je détaille pas comment, je vois si à peu près ce serait possible ou pas et Mm. je raconte pas de il y a pas de charabia faux charabia informatique. Bah, c'est ça. Alors Fabien dit qu'il faut regarder des séries policières chinoises. C'est sympa. Mais ils sont forts en série, moi je veux bien le croire. En policier, il y a des et puis ça peut chan ça doit changer aussi en fait du coup, des ce qu'on a l'habitude de voir chez nous. Donc ça doit être super rafraîchissant. Et oui, enfin, en même temps, je pense que c'est un peu normal que tu sois influencé par les séries. Il faut savoir mélanger en tout cas les supports, que ce soit littéraire, feuilleton, etc. Quoi. Enfin, c'est une Bah, culture. en plus, surtout pour une enquête finalement, pour tenir le mystère et choisir comment tu vas mettre tes indices et tes faux indices et tout finalement entre, une série ou un livre, c'est un peu c'est les mêmes ficelles, tu les mets pas en place Oui, de la même façon parce que tu écris pas un livre comme tu filmes une série, mais c'est les mêmes ficelles finalement quoi. ouais. Ouais. Oui, voilà. Puis si ça te permet d'apprendre à faire visualiser une scène en ayant finalement des images en tête, hein, de ce que tu veux représenter. Mmh. Ça permet d'être beaucoup, Ouais, beaucoup plus immersif. ouais, c'est vrai que j'ai du mal à écrire si j'ai pas la scène dans ma tête un minimum. Dans c'est un C'est peu un logique. peu Ouais. Bah, ouais, ouais, comment tu peux décrire ce que tu vois, comment tu peux faire ressentir ce que le personnage ressent, mmh, etc. Quoi. Enfin, ça ouais, contribue ouais. pas mal d'avoir son petit cinéma dans la tête. Hein. Mmh, carrément. Ils sont tous Et lancés donc les sur. séries chinoises ouais, les séries policières chinoises, c'est du vrai Scooby-Doo pour adultes. Ah, faut que je regarde alors. Est-ce qu'il y a un côté Scooby-Doo dans les aventures de Non, mais Pavel? j'aime non, mais il se trouve qu'on a regardé Scooby-Doo il y a pas longtemps avec le petit bonhomme et que quand même c'est très bien Scooby-Doo, donc Scooby-Doo pour adultes, faut que je regarde. On reste dans les vraies valeurs. Hein. Avec les Scooby-Doo. Exactement. Même moi qui ai 46 ans, je m'attendais ça quand j'étais gamine. Mais oui, Scooby-Doo, c'est cool. Oh, bah il est 45, Je dis donc. Tu vois, Eh ben oui, hein. on a tenu les doigts dans le nez. Bravo. Bon, bah en tout cas, c'était très cool. Et Bah ouais, j'espère que merci ça t'a beaucoup. plu. Bah, de rien. Ouais, c'est très, très cool. Mm. Non, Et Scooby-Doo, ça prétend pas au réalisme, c'est sûr. non, c'est clair, non. C'est vrai qu'un mec qui se déguise en fantôme, tu vois vite la différence. Enfin, ça dépend après, peut-être le niveau Normalement, de. ouais. Pas dans le dessin animé, mais Enfin, remarque, t'as vu les vidéos de chiens déguisés en araignées qui courent après des gens qui sont bons. ça doit marcher tellement bien ça. Moi, je pense que je hurle. Mon premier réflexe, c'est de hurler si je vois un truc comme ça qui me court dessus. Surtout que c'est un corgi en plus, donc il est rase-moquette. Oui, oui, c'est ça. Eh ben, très bien. Bah, donc, le Striscaille des Cafis du mois de mars est terminé. Bah, merci à Tiffany de Villain pour sa lecture et sa bonne humeur et sa gentillesse. Et bah, j'espère te recevoir de nouveau très bientôt. Bah, ce sera avec plaisir. Ouais. C'était cool. Bah oui. Quand sort les troisièmes aventures de Pavel, tu as une idée? Et ben, exa et pouf!
Comme je disais, il faut que j'ouvre le temps de l'écrire et puis après, ça va dépendre du temps que ça prendra à corriger et puis du calendrier éditorial de Fabien donc D'accord. Et peut-être on se reverra avant pour autre chose. Bah ouais, pourquoi pas. Eh ben, c'est cool. En Et tout cas, bon, ben, la prochaine invitée du mois d'avril, ce sera Katia Lanero Zamora, si tout va bien. Je ne sais pas encore ce qu'elle va nous lire. On aura la surprise. Et bah, d'ici là, en tout cas, bah, des bisous. À très bientôt. Bah, merci à vous d'avoir été présents, c'était sympa. Ouais. Oui, merci à tout le monde du coup, c'était cool. Et merci à Fabien d'avoir soutenu son autrice. Et à Céline d'avoir trollé comme d'hab. Céline, hein? Céline qui fait sa pub honteusement, à la moindre C'est occasion, moi qui ai commencé, mais c'est vrai que... Eh ben, très bien. Bon après-midi à tous. Et encore merci, Bon Tiffaine. après-midi tout le monde.